Bon, petite capsule pour faire réagir Zoé à des propos, des comportements d'une confrère, d'un confrère de Zoé. Je crois qu'on dit comme ça parce qu'on dit souvent consoeur. Et c'est vrai que même moi, quand j'écris des courriers à des femmes médecins, je dis chère consoeur, mais c'est des femmes qui font partie d'une confrérie. Donc on devrait dire cher confrère au masculin. Mais je suis woke, donc je dis chère consoeur. Tu vois, j'essaie de m'adapter. Je me dis peut-être qu'un jour, on pourra dire chère consoeur. Bref. Et donc, c'est des propos sur une médecin qui explique pourquoi elle s'est déconventionnée. Donc, elle explique pourquoi elle s'est déconventionnée. C'est un abonné qui m'a balancé ça sur Instagram. C'est un short Instagram issu d'un podcast. Sauf que je n'ai pas retrouvé le podcast. Je pense qu'il n'est pas encore sorti, ou alors que la personne qui l'a sorti l'a passé en privé. En tout cas, je ne l'ai pas vu. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accueillir Zoé dans un premier temps. Comment ça va, Zoé? Est-ce que tu t'y connais en déconventionnement? Je sais que tu avais hésité à te déconventionner à un moment donné. Salut tout le monde. Alors écoutez, ça va très bien. La vidéo que Padu va me montrer est une surprise pour moi, je ne l'ai pas vue. Je vous mets 2 petits éléments de contexte. Le premier, qu'est-ce que c'est le déconventionnement? Le déconventionnement, c'est le fait de ne plus du tout être affilié, enfin être, conventionné avec la sécurité sociale, avec l'assurance maladie. Donc c'est-à-dire qu'en gros, vous avez 3 régimes pour les médecins. Le premier régime, c'est ce qu'on appelle le secteur 1. Vous avez des actes qui sont tarifés par la sécu. Par exemple, la consultation de médecine générale, c'est 30 €. Et vous avez une convention avec la sécu qui fait que ces 30 € là, vous faites toujours ce prix-là pour la consultation, alors sauf des actes particuliers qui sont à d'autres tarifs. Vous respectez le tarif de la sécu et après les actes sont remboursés. Alors en général, c'est 70 l'assurance maladie, donc la sécu, et 30 la complémentaire, avec une part qu'on appelle le ticket modérateur qui est de 1 € qui reste à la charge du patient. Et pour certains actes, c'est 100 l'assurance maladie et ou la sécu, notamment pour, les gens qui ont des maladies chroniques, par exemple du diabète, des infarctus, des maladies auto-immunes, des cancers, voilà. Ça, c'est le secteur 1. Le secteur 2, c'est vous avez le tarif sécu, de départ et vous pouvez faire un dépassement d'honoraires. Dépassement d'honoraires, il y a plusieurs régime de dépassement d'honoraires. Il y en a qui sont, on va dire, un peu régulés par la sécu, d'autres où les mecs font, relativement ce qu'ils veulent et c'est, bah, à la gueule du patient, hein. C'est-à-dire que, on peut dire, bah, voilà, pour telle personne, je vais dépasser de 400 balles, pour lui, par contre, je vais pas dépasser parce qu'il a une bonne tête, puis il m'a dit qu'il avait un peu des soucis d'argent. Bon, vous voyez un petit peu le souci que ça peut poser, ces dépassements d'honoraires et il y a une troisième possibilité qu'on appelle le secteur 3, où en fait on n'est pas du tout conventionné par la sécu. Donc on fait le tarif qu'on veut et il y a rien qui est remboursé par l'assurance maladie. Enfin si, sur une consultation de médecine générale, je crois que c'est 62 centimes. C'est 61. Et donc ouais voilà, bah écoute, merci pour le fact check. Donc en gros, vous vous retrouvez avec vos patients qui, doivent, débourser la totalité, du prix du soin, de leur poche et c'est vous qui fixez le tarif et spoiler, en général, le tarif est nettement plus élevé que le tarif de la sécurité sociale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, nous avons un code de déontologie en médecine que nous devons respecter. Il y a tout un tas d'articles dedans, mais il se trouve que la majorité des condamnations qui ont lieu au Conseil de l'ordre le sont pour non-respect de la confraternité. Nous devons confraternité entre médecins. Alors au départ, c'est en gros parce que si vous descendez un autre soignant devant le patient, bah, ça peut rompre l'alliance thérapeutique et cetera. Alors ça, ce En qui est fait vrai, non, alors en réalité, ce qui est vrai quand même, surtout en oui, psy, pour connaître un petit peu, des fois, tu sais, peut-être tu suis un patient pendant 10 ans, tu connais tous les tenants et les aboutissants d'un truc et il y a un petit malin qui connaît la personne depuis 20 minutes et qui lui dit: «Ah bah, quand même, tes traitements, ils sont lourds, il y a plein d'effets indésirables». Ce que tu lui as déjà, dit, ce que tu as déjà parlé avec le patient, tu vois? Mais qui va le mettre en doute et qui va mettre en doute son médecin et ça peut être, ça peut être chiant dans une situation donc la confraternité a un intérêt dans ce sens-là quand même. Même si, bien sûr, elle est instrumentalisée aussi à des fins, de lutte politique. voilà, donc en fait, le non-respect de la confraternité, si vous voulez, moi, quand je dénonce, par exemple, le fait que, une inscription au fichier des délinquants sexuels, ne n'empêche pas, d'être médecin, le fait d'être condamné pour agression sur ses patientes n'empêche pas non plus, d'être médecin. Quand je critique ça, par exemple, eh beh, je me prends des menaces pour non-respect de la confraternité. Quand je critique les dépassements d'honoraires, et que je dis, par exemple: «Bah, écoute, tu fais, 400 balles de dépassement d'honoraires sur l'anesthésie que tu veux faire, heu, combien tu gagnes?»
parce que tu es en train de nous expliquer que le tarif sécu ne te permet pas de vivre. Combien gagnes-tu? Juste pour le fait de dire ça, je prends des menaces pour non-respect de la confraternité. Je prends aussi des menaces pour non-respect de la confraternité quand je dis que l'éducation relationnelle, affective et sexuelle est absolument nécessaire. Et il y a des types qui ont eu des prises de parole publiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas non plus trop donner le bâton pour me faire battre. Mais si jamais cette personne, il s'avère qu'elle porte réellement plainte contre moi, qu'elle sache bien que je vais bien entendu dire son nom, je vais bien entendu sortir tout ce qu'il a sorti et que globalement, je ne vais pas me laisser faire, hein. Voilà. Donc, avis à ton avocat qui regarde assidûment les capsules, n'est-ce pas? Et donc, voilà, cette personne se sent très visée quand je dis que les gens qui militent contre le fait qu'on explique aux enfants que leur corps, c'est leur corps et qu'on n'a pas le droit de le toucher, même si c'est un adulte, même si c'est un adulte qu'ils aiment beaucoup, que c'est toujours interdit. Les gens qui ne veulent pas faire L'avocat qui est ça sont payé à pour moi regarder des des gens. payes ton droit tard quand même, hein. Ouais, c'est ça, coucou. Faites-lui coucou, hein, voilà, on peut tous lui faire coucou. Le chat vous fait coucou aussi, hein, monsieur l'avocat, enfin le stagiaire de l'avocat, j'imagine. Bon courage, hein. Donc voilà, bref, je prends très souvent des menaces de plainte pour non-respect de la confraternité et donc je vais dire des choses tout en essayant de ne pas non plus, trop, me mettre dans la sauce parce que, je peux prendre des amendes. Bon ça à la limite, voilà, bon c'est la vie, enfin c'est pas c'est gérable, j'ai envie de vous dire, mais je peux prendre aussi, de la suspension d'exercice et genre, par exemple, ne pas pouvoir, exercer la médecine pendant 3 mois. Autant vous dire que bon, sur mes revenus, ça me fera un peu chier, mais bon, je m'en sortirai parce que les médecins sont bien payés quoi qu'ils en disent, et je suis également bien payée, bien que une des moins bien payées de ma corpo. Et mais c'est surtout que je bosse dans un désert médical de fou, et en fait, si je bosse pas pendant 3 mois, c'est la sauce, mais vous avez pas imaginé. Enfin, vous avez pas idée. Voilà, bref, désolée, j'ai fait cette longue intro pour vous expliquer qu'il va falloir marcher un peu sur des œufs. Voilà, voilà. Ah, il faut qu'on c'est un peu, hein, comme les plaintes, qu'on en comment ça s'appelle? En apologie du terrorisme. C'est-à-dire que ça met dans le même panier des gens qui font vraiment l'apologie du terrorisme. Tu sais, un type qui est Mmh, là, je sais pas, qui fait l'apologie de Mohamed Merah ou je sais pas trop quoi. Et puis, un cégétiste, galette saucisse, supplément merguez, qui a dit, que la résistance palestinienne a été légitime, par exemple, tu vois? Et les 2 vont prendre apologie du terrorisme, alors que dans un cas, on a un avis qui est politique, qui se conçoit, beaucoup plus, de manière beaucoup plus cohérente que le truc de zinzin où tu es là en mode, la violence c'est bien et puis, je suis pour les terroristes, tu vois? mmh, Et pour la confraternité, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que, comme mmh. je disais tout à l'heure, il y a des fois où oui, si tu critiques, un confrère qui est en train de faire une prise en charge et tout, c'est chiant parce que tu as pas forcément les tenants et les aboutissants du truc et ça peut être dangereux pour le patient et c'est chiant pour le confrère, mais à la fois, c'est hyper instrumentalisé aussi, contre des paroles qui sont des paroles, au final, toi, tu fais du militantisme politique où tu vises pas en plus des personnes en particulier. Parce qu'il y a quand même un type qui s'est senti visé quand toi, tu as attaqué, les gens qui attaquaient l'éducation sexuelle aux enfants. C'est-à-dire que tu dis, voilà, moi je suis pour l'éducation sexuelle aux enfants. Les gens qui sont contre, bah, je trouve qu'ils mettent en danger les enfants. Et il y a quand même un mec qui s'est senti visé par ça. Tu vois, c'est quand même, c'est quand même une dinguerie de se sentir visé de là à commencer à mettre un avocat sur le coup, quoi. Ça, donc bah, écoute, s'il se sent visé quand je dis que militer contre, c'est être complice des gens qui agressent les enfants, bah, qu'il se remette en question, hein. Moi, j'ai envie de dire, c'est pas mon problème, hein. Et je Bon, ne l'ai jamais cité nommément. bah bien sûr, le mec, tu l'as jamais cité. Non, En plus, je pense que tu pensais pas à lui en parlant de ça, tu sais. non, enfin, Le gars, il prend tout pour lui, tu vois. Genre, c'est c'est ça. une dinguerie, tu vois. Bref, alors démarrer. On va démarrer. On va se regarder d'abord peut-être le short. Donc le short que j'avais trouvé et qu'on m'a envoyé plutôt. Alors, est-ce que là c'est bien? Est-ce qu'on voit bien les shorts là? Je ne sais pas. C'est sur l'Instagram de ce médecin que je connais pas, docteur Mathieu Canté, médecin généraliste, échographiste, qui fait un podcast. Et puis dans ce podcast, il reçoit cette médecin qui s'est déconventionnée. Donc voilà. Voilà, voilà. C'est elle, docteur Alexia Michelin, médecin déconventionné, généraliste, trop de pression de la part des patients, et elle va nous expliquer la suite, on va pouvoir réacter. Trop de pression de la part de la Sécu, le fait d'être tous les jours pressé en permanence. Alors j'arrivais, j'avais déjà, même en laissant de la place tous les jours pour des urgences du jour, j'avais déjà 10 messages des secrétaires pour en rajouter. Bah, en fait, à la fin de la journée, on en envoie 30, on en envoie 40, et en fait, on est énervé, on n'a pas assez de temps, on n'a pas l'impression d'avoir fait son travail correctement. Les patients en face sont énervés également parce qu'ils ont attendu 15 jours. Ils ont plein de choses à nous dire, ils ont des listes de motifs, donc on rentre en conflit. C'est du conflit en permanence, et en fait, du coup, bah, on n'a pas l'impression à la fin de la journée d'avoir fait son travail correctement, et on n'est pas satisfait, tout simplement. Je peux pas me reconventionner. Je l'ai vécu comme de la maltraitance envers moi-même et envers les patients.
Donc voilà le short et puis après j'aurai des articles et puis je vais même retrouver, son site internet pour en savoir plus sur ces prises en charge. Qu'est-ce que tu en penses a priori de tout ça? Parce que moi je trouve que c'est très transparent. Enfin, il y a un truc qui transparaît de manière évidente quoi, mais bon, je n'en dis pas plus, je te laisse réagir. Bah, la première chose, c'est que cette consoeur a dit qu'elle a été en souffrance dans son travail, et moi je l'entends totalement parce que la réalité, c'est que nous ne sommes pas assez nombreux en médecine générale. Oui, je vous fais chier, je le rabâche tout le temps, mais c'est quand même important. Nous ne sommes pas assez nombreux parce qu'on a choisi de ne pas former assez de médecins, dans les années 80 et 90. Choix qui a été fait à la fois par une partie de la corporation médicale la plus réactionnaire et celle qui avait le plus de pouvoir et aussi, par les pouvoirs publics, l'État, heu de l'époque et avec tous les gouvernements successifs qui étaient parfaitement d'accord, en ayant une vision vraiment comptable de la santé, sans se dire on part des besoins des gens, mais en se disant on va partir de petites lignes de comptabilité, de petits tableurs Excel. Et comme les médecins sont payés à l'acte, et ben plus ils sont nombreux, plus ils vont faire d'actes pour vivre. Et donc si on diminue le nombre de médecins, on va diminuer le nombre d'actes et donc on va économiser de l'argent. Nous sommes tombés dans une situation actuellement de désertification médicale, tout le monde le sait, mais je le redis aussi. 87% du territoire français manque de médecins, et particulièrement de médecins généralistes. Et on est dans une situation qui est juste atroce, hein, c'est-à-dire que là, actuellement, il y a un médecin sur trois en France, un médecin généraliste sur trois qui a plus de 60 ans. Donc là, on a tous nos collègues de cette génération qui sont en train de partir à la retraite et qui ont bien raison. Moi, sur mon secteur, il y a des gens qui travaillent à 68, 69, 70 ans. Il y a certains médecins qui se retrouvent à faire des infarctus, en pleine consultation parce que, ils bossent 60 heures par semaine comme des malades, à des âges où normalement on devrait pouvoir prendre sa retraite et se reposer, et ils continuent à bosser parce qu'en fait, il y a personne pour prendre la suite et qu'ils ont pas envie de laisser leurs patients sur le carreau. Bref, il y a une vraie histoire, de surcharge de travail. Et ce qu'elle raconte, c'est-à-dire, on arrive le matin, il y a déjà 10 messages des secrétaires, il y a plein de trucs qu'on traite en dehors des consultations, pour essayer de gagner du temps, sauf que, bah, du coup, c'est du temps qu'on passe en plus à faire des papiers entre 2 consultations ou à la fin de la journée, quand on a fini à 20h, 21h et qu'il y a encore, une demi heure, 1 heure de papier à se taper et tout. Enfin, voilà, tout ça c'est vrai. Heu, Maintenant, là, elle, ce qu'elle dit, c'est en gros, «Je me suis sentie maltraitée». En fait, elle était en surcharge de travail, et du coup, la solution, c'est de ne plus faire le tarif conventionné de la sécu, et de me mettre en déconventionné. Alors je sais pas, les gens qui travaillent pas dans la santé, est-ce que vous comprenez un peu le sous-texte là? Qu'est-ce qu'elle veut dire elle? Ouais, c'est incroyable ce truc. C'est je travaille trop, on pourrait dire: «Bah, travaille moins, mets-toi à prendre moins de Ouais. patients». Mais en fait, elle Mmh. veut garder ses revenus en C'est prenant moins ça, de patients. C'est-à-dire prendre 2 fois exactement. plus cher et prendre 2 fois moins de patients. Donc c'est incroyable quand même comme truc et ça transparaît, elle le dit clairement. Enfin, elle Bah le oui. dit pas si, hein, elle le dit pas clairement, mais n'importe qui a 2 doigts de jugeote, tu vois? Comprend que, c'est ça qu'elle est en train de dire. Mmh. Le Et après déconventionnement, moi c'est une j'ai une méthode pour question. pouvoir garder ses revenus, tu vois? Exactement, donc en fait tu te déconventionnes de la sécu, tu fais la consulte à, alors je sais pas combien elle l'a fait, mais 60 Moi, euros, je vais te dire combien 70 elle l'a euros. fait. Tu fais Alors la consulte entre 50 et 70, et en fait, en travaillant, 2 fois en faisant 2 fois moins d'actes, tu gagnes, la même chose. C'est alors pratique, hein? Elle fait 40 € pour les patients dont elle est le médecin traitant. 50 € pour Mmh. les patients dont elle n'est pas le médecin traitant. Si la Mmh. consultation dépasse les 30 minutes, elle prend 60 €. Mmh. Si la consultation contient un certificat médical, elle prend 10 € de plus, ou s'il y a un frottis ou un électrocardiogramme. Si c'est Mmh. une téléconsultation, c'est 35 €. Si une visite à domicile pour les patients âgés dépendants ou les patients avec handicap à moins de 10 kilomètres, c'est 69 €. Mais si c'est à plus de 10 kilomètres, il faut un devis. Pour les autres visites à domicile, il faut un devis. Elle nous explique donc que les gens seront remboursés que 61 centimes. Mais ce que j'ai Mmh. trouvé très intéressant sur ce site internet, c'est qu'elle dit ce montant est fixé par l'État qui est le seul responsable de ce non-remboursement. Je trouve que ça va un peu à l'encontre de ce que tu racontais parce que, enfin, il y a des fois cette figure de l'État, tu vois, qui est mise en avant, mais l'État, en réalité, il est toujours soumis à des rapports de force. Et c'est aussi des syndicats de médecins libéraux, notamment, et des politiques de droite Mmh. qui ont voulu gérer les choses comme ça. C'est pas l'État en Mmh. tant que tel, parce que dans ça, j'entends presque tu vois, une condamnation de la sécurité sociale et de l'État social, tu vois. Alors peut-être que c'est moi qui surinterprète son message, mais tu vois, souvent il y a ce discours-là à droite de l'État est communiste et puis en fait ils nous ont forcé à faire des trucs et c'est pour ça que nous on doit être des libéraux, tu vois. Parce qu'en fait Mmh. l'État a géré les choses comme ça, en partie à cause des syndicats libéraux, tu vois. Mmh.
Ouais, ouais, parce que, moi, quand les parce qu'il y a une partie de la corporation qui demande la consultation à 50 €. Alors je rappelle que moi, je fais partie des gens qui ont été augmentés de quasiment 20 en quelques années. Heu quand je me suis installée, la consultation était à 25 €. C'était il y a 4 ans, enfin il y a 5 ans. Alors j'étais, en remplacement, enfin bon bref, mais en gros quand j'ai commencé à travailler, la consultation était à 25 €. Elle est passée à 26,50 il y a 1 an et demi. Et là, elle est passée à 30 €, il y a, là, très récemment. Et il y a d'autres tarifs qui ont augmenté et notamment un tarif, alors en fait, elle se cale à ce tarif, cette dame. Le tarif de la visite à domicile, alors ça va vous paraître précis, mais c'est important. Visite à domicile pour des patients de plus de 80 ans qui sont en ALD, c'est-à-dire qui ont une maladie chronique prise en charge à 100 par la sécurité sociale. Alors, à partir de 80 ans, l'immense majorité des gens ont une ALD. Ils ont tous au moins développé un diabète, fait un infarctus, eu un AVC, enfin, eu un cancer il y a quelques années. Enfin, voilà, quand même, la majorité des patients de plus de 80 ans ont une ALD. Et pour ces visites à domicile, pour ces patients précis, qui représentent la majorité des patients, la visite est passée de 35 à 70 €. Et donc pour moi, par exemple, qui suis médecin de campagne et en fait, c'est le gros de enfin, c'est moi, j'ai beaucoup de patients très âgés, polypathologiques, c'est-à-dire qui ont plein de maladies différentes, et je fais beaucoup de visites à domicile parce qu'on est en campagne, qu'on est le seul cabinet très loin à la ronde et qu'il y a beaucoup de patients âgés qui ne peuvent pas se déplacer, qui ne peuvent pas conduire. Donc on fait encore pas mal de visites à domicile. Moi, j'en fais quand même enfin, ça représente quand même une partie importante de mon activité. Et donc le fait que ce tarif est doublé, mais moi, ça a vraiment nettement augmenté mes revenus. Et Zoé qui fait donc, son beurre sur le malheur des personnes âgées et voilà. Non mais elle l'avoue maintenant. ah mais moi, j'ai toujours été ultra transparente sur ce que je gagnais. Et d'ailleurs, j'ai toujours envie de demander aux médecins qui demandent des augmentations de tarifs. Moi, je ne comprends pas pourquoi, quand tu demandes une augmentation de tarif, a fortiori quand tu es payé par de l'argent public, par de l'argent que tout le monde met en commun pour payer ses soins, comment tu peux te permettre de ne pas dire ce que tu gagnes? Bah, c'est C'est quand ça, même une j'aimerais dinguerie. bien savoir, parce qu'elle aurait pu nous dire, elle dit, Oui. «J'avais trop de boulot, du coup j'ai augmenté mes prix». Je vois pas le rapport, tu vois? Mais, elle Mmh. pourrait nous dire combien elle gagne, tu vois? Parce que si c'est pour maintenir un salaire, par exemple, à 8 000 € par mois, plutôt que de baisser sa charge de travail et gagner que 4 500 par exemple, tu vois? Mmh. Bah, il faudrait quand même qu'elle nous le dise. Elle est en train de dire, les gens, même pour, les gens qu'elle suit vraiment là, les où elle est médecin traitant, c'est 40 € remboursés 61 centimes, donc c'est 39 € de leur poche par consultation. Vous Mmh. imaginez quand vous êtes une femme enceinte, que vous avez, des enfants, que vous y allez souvent en fait. Si vous Mmh. allez, une fois par mois, chez le médecin, en gros, ça va vous coûter du coup, 500 balles par an. Donc déjà, c'est quand même une médecine à 2 vitesses parce que du coup, il y a que les riches qui peuvent faire ça. En plus, Mmh. ça va surcharger les hôpitaux parce que je suis désolé, moi, si mon médecin il me prend 70 balles et que c'est gratuit à l'hôpital, bah, je vais aller à l'hôpital. Je suis Mmh. pas con, l'hôpital, ça va être gratuit. Donc du coup, après, les urgences vont être surchargées. Enfin, c'est vraiment quand même très délétère. Et si cette dame me dit: «Ouais, mais attends, j'étais en burn-out et tout et si je baisse, je gagne que 1 500 € par mois». Bon, pourquoi pas? On pourrait imaginer, mais je suis persuadé qu'elle gagne pas que 1 500 € par mois si elle fait, 20 consultations par jour, ou un truc comme ça au lieu de 30 ou 30 consultations au lieu de 40, tu vois? Je pense qu'elle va quand même bien gagner sa vie donc c'est ça un peu le problème, c'est que c'est son choix individuel de maintenir un mode de vie, dans les 2 des plus élevés, je sais pas, de France ou dans les 5. Donc ça, c'est son elle préfère ça que de suivre, par exemple, le serment d'Hippocrate, tu vois? Et de dire qu'elle va soigner même les plus démunis, tu vois? Et ça me Mmh. pose problème même en tant que médecin, tu vois? C'est-à-dire qu'elle préfère, sacrifier ce pourquoi elle a signé et ce pourquoi elle fait un métier, plutôt que de sacrifier une partie de revenus qui sont quand même déjà gros. Alors je peux la comprendre, mais tu vois, je trouve ça au niveau de l'éthique médicale, je trouve ça assez moyen, quoi. Bah, c'est une vraie question qui se pose effectivement et alors, encore une fois, c'est quoi le bon revenu pour un médecin? Parce que c'est ça, en fait, la question, sous-jacente. Peut-être que la solution, ça serait qu'on arrête d'être payé à l'acte. Peut-être que la solution, c'est, de fixer, ensemble, qu'est-ce qu'on estime être un revenu, acceptable pour un médecin? Et en plus, si tu veux, dans les libéraux, c'est très particulier parce qu'une profession libérale, pour savoir exactement ce qu'elle gagne, c'est compliqué. Parce que, alors moi, je vais vous dire combien je gagne. Moi, j'ai une part, libérale et j'ai une part salariée. Ma part libérale, c'est le gros de mon activité, c'est les consultations que je fais. Alors donc moi, je consulte 3 jours par semaine. Zoé a dit, elle est Heu, libérale. en statut libéral, ouais. Je consulte 3 jours par semaine. Je fais des grosses journées. Par contre, je commence à 9 heures et je finis entre 20 heures et 21 heures la plupart du temps.
et parfois plus. Là, par exemple, l'hiver, en pleine épidémie de grippe et tout, je peux finir, encore plus tard que ça. J'ai des gardes et j'ai beaucoup de gardes parce qu'on est sur un secteur, qui a perdu énormément de médecins. On est passé de 24 à 15, sur mon secteur en 4 ans, parce qu'il y a beaucoup de médecins, soit qui sont partis, soit qui sont partis à la retraite. Du coup, je suis très souvent de garde. J'ai aussi des samedis matins que je me partage avec, mes consoeurs, qui sont dans le même cabinet que moi. Donc si je fais une moyenne, je pense que ma part libérale, ça représente à peu près 40 heures par semaine. Et sur cette part libérale, il faut bien comprendre que, en fait, tout le monde va pas gagner la même chose parce que, il y a des gens qui font, des actes toutes les 10 mi des consultations de 10 minutes. Moi, je fais 3 consultations par heure. Ça peut m'arriver de monter un peu plus haut quand on est dans les grosses épidémies sur des créneaux d'urgence où je sais que je vais voir que des gens qui ont la grippe, la grippe, la grippe, la grippe et qui ont juste besoin d'un arrêt. La grippe, je rappelle qu'il n'y a pas besoin de traitement particulier en dehors du paracétamol pour faire passer les symptômes. Ça dure 5 jours, il faut attendre. Mais malheureusement, les gens ne Est-ce que peuvent l'arrêt, pas c'est 10 € de s'auto-arrêter. plus? Oui, c'est bah, là, tu vois, quand tu as dit: «Il faut rédiger un certificat», du coup, l'arrêt, c'est 10 € de plus, tu vois? C'est bizarre. Bon, est-ce que le certificat enfant malade pour pouvoir garder ton gamin qui a une otite, c'est 10 balles de plus? Je sais pas. Moi, ça me prend, 10 secondes à faire sur mon PC. Bon, Est-ce que tu voilà. penses qu'il y a des promos des fois, genre il y a Black Friday? Je ne sais pas, écoute, Où le peut-être, hein, certificat, il est que 5 € de plus? 4 consultations prises, la 5e offerte, let's go, si vous avez plus de 3 enfants. Donc voilà, ça c'est ma part libérale et sur cette part-là, en fait, vous pour calculer, il faut compter le fait qu'on a des «frais» entre guillemets. Donc moi, par exemple, là où je travaille, on a fait le choix d'avoir des secrétaires sur place sur un long temps. Donc on leur paye des salaires et on essaye de les payer, bien quoi. Donc ça représente beaucoup d'argent. Alors on est plusieurs, donc on met l'argent en commun, mais ça représente beaucoup plus d'argent que la moyenne des médecins généralistes. On a un bâtiment qui est neuf, on met tout le matériel, enfin l'immense majorité du matériel en commun, sauf quelques trucs, voilà, genre les tonneurs de mon imprimante, enfin bon, sans rentrer dans les détails, on a plutôt beaucoup de frais, entre guillemets. Alors, par contre, ce qu'on paye moins cher, c'est le prix de l'immobilier, parce qu'on est en campagne et donc l'immobilier est moins cher. Mais globalement, moi, je paye beaucoup plus de frais qui sont en fait nécessaires pour que moi je travaille dans de bonnes conditions et que je ne sois pas en burn-out. Que la moyenne des gens. Et je fais 3 consultations par heure et pas 6. Alors moi, je vous le dis, je ne comprends pas comment on fait de la bonne médecine générale en voyant 6 patients par heure. Je suis très honnête, hein. Je ne comprends pas comment tu peux interroger ton patient correctement, lui laisser le temps d'expliquer pourquoi il vient, l'examiner correctement, prendre ta décision, l'orienter vers les personnes dont tu as besoin si tu as besoin, lui expliquer le traitement que tu vas faire, lui expliquer quand est-ce qu'il doit revenir. Je ne comprends pas en fait. Alors après, peut-être que il y en a qui sont vraiment très, 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 très forts et qui y arrivent à faire de la très bonne médecine en 10 minutes, de moyenne, hein. Mais bon, moi j'ai un doute, j'ai un doute. Bref, en comptant qu'il Ouais, faut aller chercher l'autre on parle pas patient. de la psy, hein, parce que nous, c'est pas des Oui. consultes de 10 minutes. Avoir 3 patients dans 1 heure, c'est infaisable. Bah oui, vous, c'est des consultes de en général au moins 3/4 d'heure, quoi, ce qui est Bah oui, normal. oui, Enfin, oui. je veux dire, c'est le minimum du minimum. Donc tout ça pour dire qu'à la fin et je prends, pas mal de vacances. Moi, je prends entre 8 et 10 semaines de vacances par an. Donc je prends beaucoup de vacances. Et ça, c'est un choix pareil pour pas péter les plombs, en fait, parce que sinon je travaille trop, et après au bout d'un moment, quand je travaille trop, j'aime plus mon métier. Tout ça pour dire que je gagne sur ma part libérale à peu près, 3 500, ouais, 3 500-4 000 € et je suis vraiment dans la fourchette basse, vraiment. La moyenne d'un médecin généraliste, c'est 6 500 € net. Je vous parle de net là, hein. Et après j'ai une part salariée à côté, Net ou net d'impôt? heu, net. Alors, Net. net d'impôt, alors, les personnes qui sont installées en zone désertifiée, sont ce qu'on appelle en ZRR et pendant 5 ans, ils ne payent pas d'impôt sur le revenu et les 5 ans suivants, ils payent des impôts qui sont, de manière, dégressive, quoi. Donc, Ça me fume, c'est des trucs à c'est la pareil. Bernard Arnault, hein. Plus Oui, plus les gens gagnent, plus ils ont des impôts en moins, on oui, sait pas comment. Oh oui, là là. oui, mais c'est pour ça, si Tu tu veux, que gagnes c'est 2002, indécent. tu payes des impôts et puis tu as ton médecin G qui gagne 6 500 et qui paye pas d'impôts. Bon, Oui, voire c'est plus, hein, cool parce pour le que médecin G, tu vois? Mais c'est quand même ouf. je te rappelle que c'est une moyenne, donc ça veut dire que s'il y a des meufs comme moi qui gagnent 3 500-4 000, il y a des mecs qui font 8 000-10 000 en fait, hein, voilà. Et après j'ai une part salariée à côté où je gagne 1 000 € par mois, qui représente à peu près une dizaine d'heures de travail. Donc vous calculez, je fais 50 heures semaine, et je gagne à peu près 4 500-5 000 €, en moyenne. Voilà. Donc moi je trouve et moi dans ma vie, mon problème c'est pas que je gagne pas assez d'argent, clairement. Si je ne peux pas prendre le temps avec mes patients, ce qu'elle dit là, c'est pas parce que j'ai peur de pas faire assez d'actes pour gagner assez d'argent. Si je ne peux pas prendre le temps avec mes patients, c'est qu'il y a trop de gens à soigner et que nous ne sommes pas assez nombreux. Alors, À encore une cause de fois, moi je l'immigration massive, c'est ça toi ta take, c'est? ouais, c'est ça et après, Tu as pas entendu ce et que j'ai après, dit, non?
Non, j'ai pas entendu, J'ai excuse. dit: «C'est à J'étais cause dans de mon réseau. l'immigration massive». Oui. J'ai dit: Ah oui, «Ouais, oui, ouais, alors, c'est ça, ouais». non, je Et j'ai ton Zoé j'ai dérape. pas compris ça, j'ai pas compris ça. Non, non, alors, en fait, il se trouve que non, hein, en fait, la réalité, c'est qu'on a énormément de gens âgés actuellement en France. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est le baby boom, n'est-ce pas? Qui actuellement, les mecs qui sont nés dans les années 40, ils ont 80 piges aujourd'hui, et donc ils sont malades et donc ils ont besoin de soins Ouais. et ça arrive au moment où l'hôpital, public est en déliquescence et tout et moi, comme, ma population, elle est essentiellement âgée, ça demande une charge de travail, énorme. Et donc c'est très fatigant et il y a plein de manières, enfin moi je pense à cette consoeur, je comprends, hein, qu'elle ait été en souffrance dans son travail. Il y a plein de médecins G qui sont en souffrance dans leur travail actuellement. Je ne vois pas en quoi se dire, «Je vais me déconventionner, je vais bosser, je vais voir 2 fois moins de gens, mais je vais plus voir les pauvres» parce que je suis désolée, alors je ne dis pas qu'elle, elle dit ça, mais il y a aussi ça un peu en sous-texte, hein. Tu as des patients moins difficiles quand ils doivent payer. Parce que tu dois pas gérer les situations de précarité compliquées, les situations sociales compliquées, les gens qui savent pas parler français. Parce que ça, en fait, c'est plus difficile, à gérer. Pourtant, c'est le cœur de notre métier. Donc la réalité, c'est qu'il faudrait qu'on soit mis dans de bonnes conditions de travail pour qu'on puisse faire ça correctement. Sauf que, C'est en sûr fait, qu'elle a là, pas le choix la patientèle, ouais, que tu as dans les trucs les plus sociaux, toujours en psy, tu bah, sais, c'est ça. enfin moi le nombre de fois où j'ai vu des personnes, tu sais, qui avaient même pas de compte en banque, tu vois? Mais oui. Genre, c'est on pas tu sais, pas de compte en banque, pourquoi? Bah, parce qu'elle a perdu sa carte d'identité, parce que ou a pas de papier ou je et là, c'est des Mmh. prises en charge qui te prennent du temps parce que, en fait, si tu veux pas laisser la personne dans la merde, tu es obligé vraiment de t'impliquer, d'essayer de comprendre ce qui se passe, d'essayer de parfois de faire des démarches et de garder, la personne quand c'est dans des secteurs fermés des mois pour essayer de lui retrouver des papiers, qui fassent les démarches, qu'en fait, ils se fassent pas, parce que si tu fais sortir une personne d'un secteur fermé, pour les gens qui savent pas, un secteur fermé en psychiatrie, c'est des secteurs souvent en soins sous contrainte, donc souvent Mmh. des patients qui sont délirants, qui ont été trouvés sur la voie publique parce qu'ils étaient délirants comme ça en train de déambuler. Et donc les soins qui vont être faits, ils vont être en particulier social parce que si tu sais, tu peux avoir stabilisé une personne et puis en fait qu'elle soit bien dans l'hospitalisation. Si elle sort, qu'elle est SDF, qu'elle a rien à bouffer, tu sais très bien qu'en 5 jours, va y avoir un problème, tu vois. Enfin, c'est n'importe qui dans des conditions de vie, des enfers où t'as rien à bouffer, tu es tout seul, tu t'as pas de compte en banque, en fait, tu peux rien faire, quoi. Donc tu as toute cette prise en charge qui est à faire. C'est sûr que si tu te mets psychiatre en libéral et puis que tu fais payer aux gens des suppléments, tu vas pas avoir la même patientèle que si c'est en public, quoi, ou si c'est gratuit entre guillemets, quoi. Carrément et donc c'est aussi une manière de sélectionner ta patientèle quand tu fais ça. C'est une manière d'avoir une patientèle qui est entre guillemets «plus facile à gérer». Donc voilà, en fait, c'est en opposition quand même, il faut le dire, hein, avec nos principes déontologiques, hein, qui consistent à, donner le soin à quiconque, le demandera. Ça, c'est la manière dont le serment d'Hippocrate le dit. Sauf les Heu, pauvres, sauf moi les pauvres, ça a été amendé ouais, c'est ça. par même des macronistes. C'est ça et donc après, cette consoeur, enfin, je veux dire, historiquement, la corporation médicale s'est énormément opposée à la sécu. Heu, on en parlera plus en détail dans d'autres capsules de ce que ça veut dire la sécu, être conventionné avec la sécu ou pas. Mais moi, ce que j'entends encore une fois, c'est de la souffrance au travail et je la reconnais et je pense qu'il y a plein de manières, de penser, le métier de médecin généraliste qui est un métier absolument magnifique, je le redis. Et passionnant et extrêmement, important aussi, pour la population. Il y a plein de manières de penser le métier, notamment avec du travail plus en collectif avec d'autres médecins, mais en collectif aussi avec d'autres professionnels de santé. Il y a des manières, de penser peut-être, une forme d'autonomisation des patients, qui seraient plus acteurs de leur propre santé et donc plus autonomes de leur médecin sur un certain nombre de choses pour que nous, on intervienne sur des choses où on est absolument indispensable et que les gens puissent s'autogérer sur les trucs où ils peuvent s'autogérer. Honnêtement, il y a plein de choses qu'on pourrait faire pour que les gens puissent s'autogérer, les arrêts de travail tout seuls par exemple, mais plein de petites «formations» entre guillemets qu'on pourrait faire aux gens pour apprendre à gérer soi-même la majorité des petits maux du quotidien et que nous, en médecine générale, on utilise notre temps, là, tant que cette période de désertification existe et elle va encore durer 5 à 10 ans, hein, voilà, heu pour que nous, on concentre notre temps sur, les choses où, ça peut vraiment pas se faire sans nous et où si on n'est pas là, c'est la sauce de fou, pour les gens. Moi, si je décide, de me déconventionner, de passer la consulte à 60 €, et de, voir 2 fois moins de gens en gardant le même niveau de revenu, l'effet concret que ça a, c'est que je laisse, des centaines de personnes sur le carreau sans soins. Que, en plus, alors moi, je suis dans un coin où les gens sont prolos, alors autant vous dire que des gens qui ont la thune pour sortir 60 balles pour venir me voir, non remboursés, ça va être un peu chaud. Hem
Enfin, voilà, moi je suis, attristée en fait de voir à quel point, ce moment de crise qui devrait être un moment de révolte politique, d'envie de renverser la table, de comprendre quelles sont les politiques qui nous ont amenés à cette situation aussi grave, aussi bien pour les patients que pour les soignants, qui devrait être l'occasion de renverser la table et de tout revoir, devient en fait, un truc où tu te replies un peu sur toi-même et où tu t'assois, sur l'accès aux soins, de tes patients, et où en fait, ta seule revendication, mais je pense aussi par, impuissance politique et puis peut-être par conviction, ça j'en sais rien, mais où ta seule revendication devient, «Bah, moi, je veux voir moins de gens et gagner le même niveau de revenu et après le reste, c'est pas mon problème». Désolée, mais c'est triste en fait, Ah, triste. ça pose question aussi sur comment sont sélectionnés les gens pour devenir médecin. Est-ce qu'il n'y a pas des Ah gens bah qui viennent pour gagner de l'argent, tu vois? ah Et je dis bah, ça, c'est une question faussement naïve, tu vois, mais genre, il y a plein de gens qui viennent en médecine pour gagner de l'argent, tu vois. Bah, c'est sûr que quand c'est pas pour soigner, c'est quand même différent, tu vois, de venir dans un métier de soins parce que tu as envie de soigner les gens. Et après, bon, tu gagnes bien ta vie en plus, hein. Tu aurais pu faire, je sais pas, être soignante, tu soignes aussi des gens, mais tu gagnes moins bien ta vie, c'est sûr. mmh. Mais c'est différent que d'arriver en disant, bah, je vais d'abord gagner de l'argent. Moi, une fois, il y a un type, il m'a dit: «Ouais, j'ai pris radiologue et tout, au début, je voulais être trader et en fait, je me suis dit: "Ah, je vais faire médecine et je vais faire radiologie"». Tu là: Si tu veux», tu vois? Mais bon, c'est quand même un peu bizarre comme truc, tu te dis: «Bah, le mec, en fait, quand même vachement attiré par la thune», tu vois? Et alors c'est pas forcément, et heureusement d'ailleurs, la manière dont est fait le corps, les règles et tout, c'est peut-être un bon radiologue, tu vois? C'est pas le souci. Mais par contre, c'est quand même gênant de sélectionner des profils comme ça, alors que tu as plein de profils de gens qui voudraient, heu plutôt faire du soin, qui ne vont pas, avoir la bonne prépa payée par les parents, qui vont pas avoir les conditions pour pouvoir accéder au final, à ces études de médecine qui sont, qui sont des études qui forment à un beau métier, tu vois? Qui devraient être, je pense, plus accessibles, tu vois? Et je rappelle qu'on ne parle pas de gagner 1 200 € par mois là, hein. Ah oui, il y a quelqu'un qui a Enfin, dit: «Je peux comprendre que des gens qui ont fait bac+10, aient l'ambition de gagner des milliers d'euros, mais ne veulent combien? pas se résigner à gagner un bas salaire». Mais là, on parle pas de gagner un bas Mais salaire, je veux combien? dire. C'est Mais ça, moi, c'est je ça, veux c'est bien ça. qu'on ait cette discussion. Combien? C'est combien un bon salaire pour un médecin? Moi, je pense qu'il y a plein de enfin, la majorité de la population en France se dirait, «Le mec, il est chirurgien orthopédiste, il fait une garde par semaine plus des blocs, machin. Il est absolument nécessaire, il a un niveau de enfin, voilà, c'est un métier qui est fatigant, qui est stressant, où il y a des nuits et cetera et cetera». Enfin, je pense que tout le monde est OK, pour payer très bien, ce mec-là, tu vois? Mais Mmh. combien? Parce que je suis désolée, mais si le gars fait des dépassements d'honoraires de zinzin, en te disant: «Oui, mais moi, je suis absolument obligé de faire des dépassements d'honoraires parce que sinon je gagne pas assez ma vie» et que tu lui dis: «C'est combien si tu dépasses pas?» et que le mec te répond 8 000 et qu'en fait, il fait des dépassements d'honoraires pour passer à 15 000, bah, je suis désolée, mais c'est pas OK, en fait. Enfin, c'est une discussion qu'on doit avoir collectivement. C'est de l'argent public. Ça et c'est important que ça soit de l'argent public parce que sinon, il y a des gens qui pourront pas se soigner et quand on est médecin, normalement, on a à cœur de soigner absolument tout le monde, et c'est de l'argent public, ça concerne tout le monde et donc c'est une discussion qu'on doit avoir en public. Combien doit gagner un médecin? Combien? Et tant qu'ils n'auront pas répondu à cette question, je suis désolée, mais on ne peut pas entendre les chouinages sur le dépassement et cetera. Combien? Mais en plus de ça, moi je dis, c'est les mêmes mecs qui disent: «Oui, en France, on peut pas parler d'argent», qui nous disent pas leur salaire, hein. Oui, oui, oui. Et en Mais, plus, je rajoute, hein, mais en secteur libéral, il y a plein de trucs que tu peux enfin, bon bref, je vais pas rentrer, là je vais vraiment me faire, des ennemis dans ma corpo, mais il y a plein de gens, qui passent sur leur charge pro, plein de trucs, hein. Le leasing de leur bagnole, tout l'essence de leur voiture, y compris l'essence pour partir en vacances et cetera et cetera. Les restos entre potes, les cadeaux, des enfants à Noël, les machins. Donc en plus, si tu veux, c'est compliqué de calculer les revenus de profession libérale parce qu'il y a plein de trucs que tu peux passer dans tes charges, en fait. Moi, mon compte, je désespère mon comptable parce qu'il me dit: «Mais pourquoi vous le passez pas dans vos charges?» Je dis: «Bah, objectivement, moi, ma voiture, enfin, il y a plein de mes déplacements en voiture qui sont pas liés à mon travail. Je peux pas compter ça comme des charges professionnelles. Enfin, je vais pas passer la totalité de mon compteur, enfin, tu vois, des trucs pour quand je pars en vacances ou quand je vais voir de la famille ou des amis le week-end, avec ma famille, enfin, je vais pas compter mon essence dans mes frais pro, quoi. C'est pas des frais pro. Mais en fait, quand on est libéral, on peut faire ça. Et donc en plus, si tu veux, c'est que même une fois que les mecs te montrent leur fiche, leur avis d'impôt et tout, en fait, c'est même pas vraiment leur revenu et puis il y a des mecs qui sont propriétaires, des murs, dans lesquels ils travaillent et donc en fait, c'est de l'investissement qu'ils ont, qu'ils vont pouvoir revendre plus tard. Enfin voilà, heu
Il y Bref, a, il y a, trouvez-moi il y a un trouvez-moi un commentaire. médecin qui ne peut pas se nourrir, se loger et se chauffer, en fait, hein, bref. Il y a un commentaire qui. Non, mais on parle même pas de ça, tu vois. Le but, c'est pas juste qu'ils reproduisent leur Mais force de oui, travail, tu vois, mais ils sont dans les 10, mais même, je pense, 5% les mieux payés de France, tu vois. Donc, oui, oui. mais il y a un commentaire qui fait trop mal pour tous les amis doctorants, et notamment pour notre ami Aristide Truand, qui est docteur d'ailleurs maintenant. C'est après, tous les doctorants ne sont pas aussi bien payés que médecine. Ah non, 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 mais c'est même pas ça, mec. Non, mais C'est c'est que même les pas ça, doctorants, les ils se gars. font baiser, mais genre Ils sont à 1800 balles à enchaîner des années de post-doc où tu dois à bouger 80 heures semaine. dans la France entière, voire même dans le monde entier, à un âge, genre, t'as 30 piges, tu vois, c'est un peu des âges où parfois, bah, t'es en train de construire un peu ta vie de couple, éventuellement une famille, et t'es à 1800 balles sur des postes ultra précaires où tu dois repostuler tous les 2 ans, etc., pour peut-être un jour espérer avoir un poste fixe, ce qui n'est pas du tout sûr. Et au final, si ça se trouve, tu vas même pas y arriver. Et alors, moi, je dis pas que c'est, en fait, on dit pas ça pour dire c'est super de faire ça, il faudrait que tout le monde soit traité comme ça. Évidemment que non, c'est d'un niveau de maltraitance hallucinant. Mais il faut vraiment avoir fait médecine ou HEC pour arriver en disant ah non, mais quand même, à bac+10, qui accepterait d'être payé moins de 8 000 € par mois? Mais la totalité des autres doctorants, en fait, bande de débiles. Enfin, pardon, mais. Ah putain, bon, ça y est, je vais m'énerver. Je vais prendre une plainte pour non-respect de la confraternité. Ça y est, ça y est. Il faut arrêter la capsule. Pas dû, pas dû. Je dérape. Je dérape, camarade. Non, mais en plus de ça, tu sais, les doctorants et tout, ils bossent comme des rats. Et en plus, même au niveau de leur. Tu vois, parce qu'on pourrait dire ils sont mal payés, mais au moins dans leur boulot. Mais même dans leur boulot, tu vois, genre, tu sais, ils finissent troisième auteur sur des papiers où c'est eux qui ont tout fait. C'est Et eux tout, qui ont ils se tout font fait. baiser. Surtout pour les gens qui connaissent pas, en gros, quand tu fais un papier scientifique, plus t'es loin dans les auteurs, on va dire ça comme ça. Si t'es cinquième auteur, par exemple, Sauf c'est le beaucoup moins bien dernier. que d'être premier auteur. Oui, ça fait dernier, oui. Mais en gros, voilà, faut mieux être premier, deuxième ou avant-dernier, dernier, quoi, pour gagner des points dans le système de notation scientifique, en gros, si vous voulez comprendre le truc. Sauf qu'en fait, souvent, les mecs qui font les papiers, c'est pas forcément les mieux placés parce qu'il y a toujours le chef du labo et tout. Bon, qui a peut-être donné l'idée, mais c'est un peu comme dans le truc avec Post Majorum, c'est-à-dire que le gars, il a donné l'idée, il a pas fait la recherche. C'est toi qui t'es occupé de souris pendant 6 mois et tout, et t'es moins bien placé que lui sur le papier, quoi. C'est ça. Gros classico, hein. Immense classico un jour. Putain, mais va vraiment falloir qu'on parle de recherche, pas du. Il faut qu'on fasse, en Ouais, plus, bah faut qu'on oui. fasse venir des gens. Et je pense qu'il y a une surreprésentation de doctorants précaires dans notre public. Je reçois des messages parfois, je me dis, waouh. Ah bah Force à ouais, vous, hein, en vrai, force à vous, hein. Et force à tout le monde, hein. Tous les il y gens en qui a. sont moins bien payés que les médecins, c'est-à-dire l'immense majorité des gens. Ouais, ouais, carrément. Bon, sur ce, n'hésitez pas à nous faire un don parce que comme Zoé ne passe pas le matériel audiovisuel en frais Et non, de sa maison de santé, on est obligé non, de lui payer du matériel audiovisuel, du montage. Tu pourrais passer du c'est ça. montage aussi, parce que c'est de la prévention. En fait, tu fais de la prévention, donc tu pourrais passer du montage, je pense, en frais pro. Je serais très curieuse de savoir les youtubeurs médecins, comment ils font. J'ai une petite curiosité. Bref. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à la chaîne principale Paduring, PASDUHRING, à la chaîne de Dr Zoé, Zoé-YT, et à nos Twitter, à nos Blue Sky, à mon Insta aussi, parce que c'est sur Insta qu'a été proposé cet extrait. Et sur ce, on vous dit à plus. À plus tout le monde, salut.